Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le French Podcast. Je m'appelle Charline et je suis accompagnée comme toujours de l'inégalable Emmanuel. Ça va Emmanuel? Salut Charline, salut à nos auditeurs. Oui, ça va super, même si j'ai failli dire « je suis chaud » en arrivant, la fameuse erreur. Ah, la phrase qui fait rire tous les francophones. On va justement commencer avec cette première grande erreur, la traduction littérale. Emmanuel, ça t'est déjà arrivé, toi, ce genre de malentendu? Oh là là, c'est mon cauchemar. Tu sais, la première fois que j'ai dû traduire une expression anglaise dans ma langue maternelle, le twi à la radio, j'ai voulu dire « break a leg », tu sais, pour souhaiter bonne chance, et j'ai littéralement traduit par « casse-toi la jambe ». Tu aurais vu la tête des gens. Je crois que j'ai créé une tradition bizarre à la station après ça. Mais c'est exactement ça, la traduction mot à mot. Ça ne marche pas. En français aussi, on voit beaucoup d'apprenants dire « I'm hot » et traduire « je suis chaud », alors que c'est carrément un sous-entendu ici. Il faudrait dire « j'ai chaud », c'est juste une autre logique. Oui, les idiomes, c'est tout un monde. Pour apprendre à les repérer, il faut écouter et observer comment parlent les natifs. Mais alors, pourquoi on a ce réflexe automatique, tu crois? Moi, je pense que c'est rassurant. On s'accroche à notre langue et c'est difficile de lâcher prise. Mais il existe des outils, genre des applications, où tu peux entendre les expressions en contexte ou encore discuter avec des francophones qui te corrigeront gentiment. Chanschaf, piéger, fiasji, chiazen charke, chiazena fedies, fivecha civitichas te. Chiasat kaije chivive ce genre de piège, toi. Honnêtement, j'aime bien lire des dialogues ou même regarder des sketchs, tu sais, genre Kaamelott ou Bref. C'est super pour entendre des vraies manières de parler. Et puis, faut oser se tromper, parce qu'on retient mieux quand on rigole de ses propres gaffes. Ah, tu me tends une perche, parce que justement, la deuxième erreur qui sabote tout, c'est la peur de se tromper. Et là, je prêche à ma paroisse. J'étais la reine des perfectionnistes. Je me suis retrouvée à la grande place, au marché de la Plaine à Marseille, incapable de demander des tomates en espagnol à cause de la peur de mal prononcer. Résultat, je suis repartie avec juste, rien du tout, ridicule. Mais c'est ultra courant, ça. On se dit qu'on va attendre de parler parfaitement avant de s'exprimer. Pourtant, récemment, il y a cette étude sur les apprenants adultes. Ceux qui osaient faire des erreurs mémorisaient beaucoup mieux. C'est comme si le cerveau, il avait besoin de planter pour mieux rebondir. Oui, c'est prouvé. Chaque erreur, c'est une étape vers la maîtrise. Mais comment on dépasse la honte, le ridicule, tu penses? Pour moi, ça passe par un environnement bienveillant. Ose parler avec ceux qui galèrent aussi, comme toi. Personne n'aime se sentir jugé. Je me rappelle, sur un forum, on rigolait volontairement des pires fautes de grammaire. On se lançait un défi. Vas-y, trouve la faute la plus drôle de la semaine. Et, en vrai, ça libère. C'est vrai, ça me donne envie de lancer ce genre de défi avec les auditeurs. Oser, rater, recommencer, c'est le seul chemin, sinon on n'apprend jamais à parler, on reste bloqué dans sa tête. Pas mieux. Et ça nous emmène à un autre piège. Penser qu'on va progresser sans s'immerger, en restant planqué avec ses exercices de conjugaison. Je l'ai fait aussi, hein? Pareil, et c'est fou comme juste écouter, même sans participer, ça change tout. Moi, j'ai vraiment appris à sentir le rythme du français dans un vieux bistrot à Lyon. Je commandais toujours la même chose, juste pour écouter les gens râler, échanger, blaguer. C'est vrai, les cafés, c'est de l'or pur pour capter les subtilités. Mais pour ceux qui n'ont pas la chance d'être en France, comment on fait? Franchement, maintenant, il y a plein de clubs de conversation en ligne. On peut aussi écouter des podcasts, oui, comme celui-ci, ou prendre un défi, 5 minutes d'écoute de français chaque matin. Même à distance, ça marche, tant qu'on sort un peu de la routine purement scolaire. Et pour l'accent, c'est l'immersion qui fait la différence. Plus on entend, plus on s'imprègne. Même si ça fait bizarre au début, on finit par attraper les sons sans s'en rendre compte. On dit souvent aussi que ceux qui progressent le plus rapidement sont ceux qui osent pratiquer à l'oral, même tout seul. Tu parlais déjà tout haut, toi, en français? Tout le temps, je m'enregistrais même, juste pour m'écouter buter sur les mots. Un peu étrange, mais indispensable pour gagner en confiance. Et puis, franchement, parler à soi-même est le partenaire le plus indulgent du monde, non?
Oui, et il y a des applis ou des groupes d'échange linguistique comme Tandem ou Meetup. J'ai rencontré des apprenants qui se donnaient rendez-vous chaque semaine juste pour papoter en français, sans pression. Ils progressaient 2 fois plus vite que ceux qui restaient tout seuls. Et les ateliers de conversation, en ligne ou en vrai, c'est top. Même si la première fois on panique, on finit par s'habituer très vite. L'essentiel, c'est d'entendre différentes voix, différents accents, ça prépare aux vraies situations de la vie. Un autre point, ne pas demander de correction, c'est aussi saboter son apprentissage. Mais c'est dur, parfois on n'ose pas, tu ne trouves pas? Grave. Mais si tu demandes à un natif ou un prof, après une conversation, de te signaler tes erreurs, tu progresses beaucoup plus vite. J'avais un prof qui finissait chaque session par « Tu veux un feedback express ?» Au début, j'étais mort de trouille, mais j'ai vite vu la différence. C'est vrai, et même s'autocorriger, c'est déjà un pas. Tu t'enregistres, tu écoutes où ça coince, tu notes les hésitations, un petit carnet pour ses fautes les plus fréquentes, et hop, on les traque une à une. Et participer à des groupes où le feedback est bienveillant, où les erreurs deviennent des points de discussion, ça aide énormément. Rien de pire que d'apprendre dans son coin sans jamais se confronter à la réalité de l'oral. Oui, c'est comme une boucle de progrès permanent. Plus on ose se confronter au retour, plus on grandit. Et en parlant de grandir, il faut absolument célébrer chaque petit progrès, sinon on perd la motivation. Tu faisais comment, toi, Charline? Tu fêtais tes avancées? Ah, j'essaye. J'ai un vieux carnet tout criblé de taches de café où je note chaque expression nouvelle, chaque conversation réussie. C'est bête, mais relire 10 jours après, j'ai réussi à blaguer avec le serveur, ça redonne la pêche les jours de doute, vraiment. C'est malin, ça. Chacun a ses petits rituels. Se fixer un objectif précis, genre « cette semaine j'utilise 3 nouveaux mots dans une conversation », c'est beaucoup plus gratifiant que d'attendre de devenir bilingue d'un coup. Taros. Oui, et partager ses réussites, même modestes, avec d'autres, c'est contagieux. Plus on engage la communauté, plus on reçoit du soutien positif, et ça donne envie de continuer. Le progrès, ça se multiplie quand on le partage. Pour finir, et je crois que c'est le fil rouge de tout ce qu'on vient de dire, l'intégration du français au quotidien, c'est la clé. Qu'on soit en France ou à l'autre bout du monde, chaque opportunité compte. Exactement. Ça peut être aussi simple que d'écouter un podcast en allant au boulot ou lire un article en français pendant la pause déj. Juste changer la langue de son téléphone, pas besoin d'un grand bouleversement. Petits gestes, grands effets. Oui, et participer à des événements, même en ligne, comme des clubs de lecture, c'est une vraie immersion. L'essentiel, c'est de multiplier les occasions de parler, d'entendre et d'utiliser la langue, dans 1000 contextes différents. C'est ça l'esprit French Podcast, non? On apprend, on partage, on s'amuse et, surtout, on ne lâche rien. Avec chaque épisode, un pas de plus. Écoute la deuxième partie de Podcast Alors, français. J'ai quelque chose de super cool pour toi aujourd'hui, Emmanuel, et pour tous ceux qui nous écoutent, genre, vraiment. Bienvenue dans French Podcast, l'épisode où on va décortiquer, tu vois, ces fameuses erreurs qui tuent l'apprentissage du français. Je suis hyper contente qu'on fasse ce sujet parce que j'en vois tous les jours, et, franchement, parfois c'est juste trop drôle. Parfois c'est un peu triste, tu vois. Ouais, et Charline, franchement, c'est un sujet qui me fascine. Moi, j'adore chercher ces petits pièges, tu vois, ces trucs où tu crois que c'est évident. Mais en fait, eh bien, non, pas du tout. Plein de gens qui apprennent le français. Ils se plantent sur des détails qui paraissent insignifiants, mais qui font toute la différence. Aujourd'hui, on va aller creuser tout ça, partager nos anecdotes un peu embarrassantes et surtout, filer des astuces concrètes, tu vois. Exactement, tu vois, c'est pas juste pour se moquer, mais plutôt pour piger comment progresser vraiment et arrêter de refaire les mêmes bêtises. Bon, on commence? Ouais, j'attaque direct avec une histoire qui me fait toujours sourire, tu vas voir. Je me souviens quand j'étais à Accra. J'avais un pote japonais, super motivé pour parler français, tu vois, et à chaque fois qu'il voulait dire « je suis prêt », il disait « je suis chaud ». Mais, genre tout le temps, je te jure, il débarquait en réunion, il lançait devant tout le monde « je suis chaud ». Franchement, ça coinçait un peu, tu vois, parce que, le sens, c'est pas du tout le même.
Je crois qu'il a mis des semaines à comprendre pourquoi tout le monde rigolait discrètement. Mais ça, c'est typique. C'est le piège du français courant. Tu sais, genre les gens qui balancent pas de problème à toutes les sauces, même quand ça colle pas, ou qui zappent à la différence entre tu et vous, surtout au début. En fait, l'environnement, tu sais, la façon dont les gens utilisent le si. Le français autour de toi, parfois ça t'embarque direct dans les mauvaises habitudes. Et ces erreurs-là, on les traîne longtemps. Ouais, totalement. Et c'est super dur à déloger parce que, tu sais, quand tout le monde s'y met, t'as l'impression que c'est OK. Faut juste pas hésiter à demander, à vérifier. T'es d'accord? Oui, et honnêtement, ça m'arrive encore de bloquer sur des trucs soi-disant faciles. Mais bon, j'ai appris à en rire. Bon, alors, la prononciation, là, on rigole pas. Tu veux t'intégrer? Faut bosser les sons, genre le U ou le R. C'est un casse-tête pour beaucoup. Je me rappelle, à Marseille, j'étais au marché et il y a un touriste qui arrive et qui demande un pain, mais avec une intonation tellement bizarre que la boulangère lui file une baguette énorme. Le gaz était paumé, tu vois, genre il s'attendait à un petit pain. Mais oui, c'est ça le truc, la prononciation. Ça peut tout changer. Les liaisons aussi, c'est ces petits liens entre les mots que les natifs font sans réfléchir. Et, Charline, tu sais, il y a maintenant des applis citoyennes, j'en ai testé une, elle analyse ton accent, elle te file un feedback en live. C'est hyper utile pour choper les automatismes, tu vois ce que je veux dire. Waouh, c'est génial ça. Bon, je suis la première à dire « Écoute la radio, répète des chansons ». Mais pas seulement Piaf, hein, faut varier. Moi, je m'entraîne souvent avec du rap français ou des podcasts, genre French Podcast, évidemment. Ça t'aide à choper le rythme et l'accent, sans t'en rendre compte. Carrément, faut oser sortir des manuels et plonger dans le vrai son français, même si tu te plantes un peu au début. Alors là, les expressions idiomatiques, c'est toute une histoire. Les apprenants qui traduisent mot à mot, c'est délicieux parfois. Genre, je me rappelle, quelqu'un a essayé de dire « Je suis tombé dans les pommes », mais il l'a traduit en anglais littéralement. I am falling in the apples. J'ai failli éclater de rire en atelier. C'est charmant, mais bon, ça marche pas du tout. Oui, exactement. Faut prendre les expressions comme un package, tu vois, sans essayer de les disséquer. Il y a plein de petits trucs marrants comme « ça marche »,« ça roule »,« t'inquiète ». Si tu comprends le tout, ça passe tout seul. Sinon, tu risques juste de perdre ton auditeur. Mais c'est pas évident d'oser, hein? Moi, la première fois que je bossais sur de l'argot à Marseille, je me suis plantée. J'ai confondu avoir la tchatche et avoir la tchatche. Résultat, suspense dans la conversation. C'était pas glorieux, mais bon, à force, tu prends confiance, tu vois. Ouais, tu prends des risques, tu te plantes, mais c'est comme ça que tu progresses. Faut oser glisser l'expression, même si t'es pas sûr à 100%. Alors, la confiance, franchement, c'est la base. Tu vois, si t'abordes le français en te disant « je vais me planter », c'est mort. Moi, je conseille toujours. Commence petit, vise des objectifs accessibles, tu vois. Genre, cette semaine, je commande un café en français sans bafouiller. Et puis, chaque petite victoire, tu la célèbres, c'est super important. Ah ouais, grave. Et, genre, pratiquer avec des natifs, même juste papoter, ça change tout. Tu te rends compte que, généralement, les gens s'en foutent complètement que tu fasses une faute. Ils trouvent ça mignon, limite. Faut se lancer, quoi, même si tu rougis au début. Ouais, et si t'as un peu le trac comme moi, tu peux t'enregistrer, écouter, repérer les moments où tu t'améliores. Mettre le doigt sur ce qui bloque, ça aide vraiment à progresser. Et c'est hyper gratifiant, tu vois. Absolument. Et tu peux même demander du feedback à tes potes ou à ton groupe de conversation. Plus tu multiplies les contacts, plus tu prends de l'assurance. C'est comme moi, au début, j'étais terrorisée. Maintenant, c'est devenu naturel. Enfin, presque. Ouais. Et franchement, faut pas avoir peur d'adapter sa méthode. C'est pas one size fits all. Parfois, t'es super à l'aise en vocabulaire, mais la grammaire, t'aurais même préféré être en maths. Trouve ce qui coince, bosse dessus en priorité avec les bonnes ressources, pas juste des listes de mots au hasard, tu vois? Je suis d'accord, c'est l'immersion qui marche. Genre,
Tu mixes séries françaises, podcasts, celui-ci, par hasard, et échanges linguistiques. Ça muscle vraiment ta compréhension globale. Moi, je conseille aussi de se fixer des micro-objectifs chaque semaine, surtout pour garder la motivation. Genre, cette semaine, je note 3 expressions que j'entends dans une série, et je les ressors. Exactement. Et tu notes tes réussites ou même tes galères, comme un petit journal de bord. Ça te permet de voir d'où tu viens et de réajuster ta méthode sans te juger. En vrai, ça dédramatise tellement le processus. Et, intégrer la culture, c'est genre central. Regarder des films français, découvrir de la musique. Tu contextualises, tu sens les émotions derrière les mots. Tu fais plus que de la mécanique. Tu vis vraiment le français. Ouais, totalement. Et faut pas hésiter à pousser la porte d'une petite asso locale ou même un groupe Facebook pour francophones. Les échanges spontanés, c'est ce qui te donne le sens du vrai français, tu vois? Tiens, un truc qui marche super. Tenir un journal en français. Même 2 phrases par jour, genre « Aujourd'hui j'ai mangé un croissant » ou « J'ai galéré à comprendre la chanson à la radio », tu vois? Ça solidifie l'écriture. Et après, à l'oral, ça coule plus vite. Oui, et ça permet tellement d'observer sa progression, de voir que tu ressens déjà en français. Tu vois, tu fais plus juste que traduire. Bon, au final, faut que ça reste fun, hein? Les jeux de rôle, les quiz, ces petites activités qui te sortent du cadre scolaire, ça rend la mémorisation bien plus naturelle, je te jure. Absolument. Et tu vois, même des trucs tout bêtes, genre mater de la vidéo ou écouter une playlist francophone sur ta journée. Finalement, tout ça, ça t'habitue à l'oreille native. C'est pas que pour les pros, hein, c'est pour tout le monde. Et se challenger sur des petits échanges, mettre la barre un chouïa plus haut chaque semaine, t'arrives à te surprendre toi-même. Et c'est là que la confiance revient vraiment, tu trouves pas? Ouais, et moi, je dis toujours, vise un truc précis à chaque session, genre « Aujourd'hui je fais les questions » ou « Cette fois-ci, je tente 3 nouvelles expressions ». Ça rend les progrès concrets, tu vois? Bon, je crois qu'on a fait le tour, mais on pourrait en parler des heures, tu sais? Grave, et je sens qu'on aura plein d'autres astuces pour les prochains épisodes. Parce que, franchement, il y a toujours de nouveaux pièges à éviter et de nouveaux bons plans à découvrir. Merci à tous de nous avoir suivis pour ce French Podcast. Emmanuel, c'était vraiment top comme d'hab. On se retrouve bientôt? Avec plaisir, Charline, et salut à tous, prenez soin de votre apprentissage. À très vite. Allez, bisous tout le monde, amusez-vous bien avec votre Écoute français. la 3e partie de podcast Bienvenue. français. Aujourd'hui, on se penche sur quelques subtilités du français. On va explorer ensemble des erreurs assez courantes, quelques points de grammaire un peu pointus. Pour ça, on s'est basé sur des articles, notamment de Français avec Pierre, des notes de Film Schools, et aussi une discussion vue sur Reddit. L'idée, c'est de démystifier un peu tout ça, pour qu'on se sente plus à l'aise en français. Et on commence fort avec une confusion qui, d'après nos sources, peut être vraiment gênante. La différence entre baiser et embrasser. Quand on veut juste dire bonjour. Ah oui, celle-là, c'est fondamental. Exactement. Utiliser baiser pour saluer, ça a une connotation sexuelle très très forte. Tout à fait. Donc pour la bise, un geste affectueux, c'est embrasser. Vraiment. C'est un exemple parfait de comment un mot peut changer tout le sens et créer un vrai malaise, quoi. Oui, la précision est clé ici. Les articles insistaient beaucoup là-dessus. Autre point, relevé cette fois dans le mémoro grammatical, la paire amener-emmener contre apporter-emporter. Ah, le classique. C'est ça. On connaît la règle de base, hein, personne d'un côté, objet de l'autre. Mais alors, pourquoi on se trompe encore si souvent? Le mémoro suggère que ça touche à la structure même de la phrase. C'est plus profond qu'on ne pense. Certains verbes, comme apporter, ils prennent leur complément directement. J'apporte le café, c'est direct. D'autres, ils ont besoin d'une petite préposition, comme à ou de. Pensez à obéir à quelqu'un, par exemple. D'accord, je vois. Et pour amener, apporter, la confusion vient souvent d'une sorte de simplification, ou juste un oubli de cette distinction objet-personne. Donc on dira « j'apporte un souvenir », mais « j'amène mon ami ». Faut juste y penser, c'est une habitude à prendre. C'est intéressant de voir ça comme ça, plus, pratiquement, moins, théorie pure. Et ça m'amène, tiens, à un autre point chaud identifié par Français avec Pierre, le fameux subjonctif. Oh là là, le subjonctif. On sait qu'il le faut, après il faut que, bien que, avant que.
Mais les erreurs sont toujours là. L'article donnait l'exemple « sans qu'on les voie ». Non, c'est « sans qu'on les voie » avec un « e ». Exactement. Le subjonctif, ça exprime souvent une nuance, une incertitude, un souhait. Mais la distinction vraiment clé que les sources pointent, c'est entre le probable et le possible. C'est subtil. Ah oui, comment ça? Il est probable qu'il viendra. Là, c'est quasi sûr, donc indicatif. Par contre, il est possible qu'il vienne. Ah, là, l'incertitude est plus grande. Et hop, subjonctif. D'accord, ok. C'est cette nuance-là qui coince souvent. C'est souvent ça, oui. Se sentent jugés, découragés même. C'est ça. Le film montrait bien les deux côtés. D'un côté, ce sentiment d'être un peu rabaissé, quoi, et de l'autre, beaucoup de francophones qui disaient mais non, on veut juste aider », avec la crainte que si on ne corrige pas, les erreurs s'installent pour de bon. La fossilisation des erreurs, oui. Voilà. Et la discussion soulevait aussi un point crucial, la manière de corriger. Ah oui, la bienveillance, ou pas? Exactement. Et aussi, un truc qui revient souvent, répondre en anglais à quelqu'un qui essaye de parler français. Ça peut être très mal perçu. Ouais, comme un manque de respect un peu. C'est ça. Il y avait aussi une histoire de différence culturelle, non? Dans la discussion. Effectivement, on mentionnait que dans certaines cultures, par exemple en Amérique latine, on a moins tendance à corriger directement pour ne pas casser l'élan, pour encourager. Moins centré sur la faute. Voilà. Et certaines analyses suggèrent même que cette tendance française à beaucoup corriger, ça viendrait peut-être d'une pédagogie historiquement très axée sur l'erreur. C'est tout un débat. Un équilibre difficile à trouver, entre précision et encouragement. Pour revenir à des points plus précis, les sources rappelaient aussi une confusion fréquente entre censé et censé, Ah oui. orthographe et sens. Censé, c'est supposer faire quelque chose, toujours avec un infinitif derrière. Nul n'est censé ignorer la loi. C'est ça. Alors que sensé, avec un S, c'est ce qui a du bon sens. Un argument sensé, une personne sensée. Raisonnable, quoi. Facile de les confondre à l'écrit. Très facile. Et dans la même veine, il y a quoique en un mot, qui veut dire bien que, et demande le subjonctif. Et quoique, en deux mots. Voilà. Qui veut dire quelles que soient les choses que, et demande aussi le subjonctif d'ailleurs, mais le sens est différent. Bon, pas simple tout ça. Si on récapitule vite fait, attention aux faux amis comme baiser, embrasser. Bien piger la logique derrière amener à porter, Oui. maîtriser les déclencheurs du subjonctif et ces petites distinctions fines comme censé, quoique. Exactement. Et puis ne pas oublier toute la dimension humaine, sociale de la correction, comme on l'a vu avec la discussion Reddit. C'est tout à fait ça. La clé, finalement, et toutes les sources le disaient, c'est la pratique. Et être conscient de ces points, il n'y a pas de recette magique, mais identifier ces zones de difficulté, déjà, ça aide énormément à progresser. Absolument. Et on pourrait terminer peut-être avec une question un peu ouverte, inspirée par tout ça. Dans l'apprentissage d'une langue, où est-ce qu'on met le curseur entre la quête de la perfection grammaticale, qui peut parfois nous bloquer, Oui, la peur de faire la faute. et de l'autre côté, le besoin de communiquer, de se lancer, même si ce n'est pas parfait? Est-ce qu'il vaut mieux parler, quitte à faire des erreurs, ou se taire par peur d'être corrigé? Vaste question. À méditer, en effet.